On se tourne souvent vers le passé pour se comprendre. Ce soir, nous nous penchons sur l'année 1881 et sur l'histoire solennelle du président James A. Garfield. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent des personnes réelles, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont déroulés. C'est leur histoire, telle qu'elle peut être racontée. Au printemps 1881, l'Amérique était une nation qui devait faire face aux profondes blessures de sa récente guerre civile et à la politique agitée de la reconstruction. L'atmosphère à Washington, D.C. était lourde d'ambition politique. La question dominante de l'époque était la réforme de la fonction publique. Pendant des décennies, un système des dépouilles avait été en place, permettant aux partis politiques vainqueurs de distribuer les emplois gouvernementaux à leurs partisans, quelle que soit leur qualification. Cette pratique a engendré la corruption et un fort factionnalisme. Le Parti républicain lui-même était divisé entre les stalwarts, qui soutenaient le système des dépouilles, et les half-breeds, qui prônaient la réforme. C'est dans ce paysage dangereux qu'évoluait le nouveau 20e président des États-Unis, James Abraham Garfield. Homme réfléchi et savant, Garfield visait à unir son parti fracturé et à réformer le système de l'intérieur. Mais ses efforts feraient de lui une cible, le plaçant au centre d'une tempête de privilèges politiques qui était sur le point d'éclater de la manière la plus violente imaginable. James A. Garfield était l'archétype de la réussite américaine. Né dans une humble cabane en rondin à Orange, dans l'Ohio, en 1831, il fut le dernier des présidents de cabane en ronde. Son père est mort alors qu'il n'était qu'un nourrisson, laissant sa mère élever 4 enfants dans la pauvreté. Dès ses débuts, Garfield a montré un appétit vorace pour l'apprentissage. Il a travaillé comme batelier pour payer ses études et a finalement obtenu son diplôme avec mention du Williams College. Il est devenu professeur, président d'université et prédicateur laïque. Lorsque la guerre civile a éclaté, il a répondu à l'appel de devoir, s'élevant au rang de major général dans l'armée de l'Union, se distinguant lors des batailles de Middle Creek et de Chickamauga. Son héroïsme sur le champ de bataille l'a propulsé dans la politique nationale. Il a été élu au Congrès, où il a servi pendant 18 ans, acquérant une réputation d'orateur talentueux et d'homme intègre. En 1880, lors d'une convention nationale républicaine dans l'impasse, il a émergé comme un candidat surprise et a remporté la présidence. Il était un mari dévoué pour sa femme, Lucretia, et un père aimant pour leurs 5 enfants. Il est entré à la Maison-Blanche en mars 1881, non pas en tant qu'agitateur politique, mais en tant que réconciliateur, espérant guérir les divisions de la nation et inaugurer une nouvelle ère de gouvernement intègre. Il n'a eu que 4 mois pour essayer. L'homme qui mettrait un terme aux ambitions du président Garfield était un exemple d'échec et d'illusion. Charles Julius Guiteau était un vagabond de 40 ans qui avait échoué dans presque tout ce qu'il avait tenté. Il avait été un avocat sans succès, un évangéliste raté pour une secte religieuse utopique et un mauvais payeur qui évitait de payer ses loyers et ses factures. Ce qui manquait à Guiteau en termes de capacité, il le compensait par un sentiment inébranlable d'importance personnelle. Il était convaincu de son propre génie et pensait qu'il était destiné à la grandeur. Lors de l'élection présidentielle de 1880, Guiteau s'est attaché à la cause républicaine. Il a rédigé un discours décousu et insensé intitulé « Garfield contre Hancock », qu'il a fait imprimer et distribuer, bien qu'il ait été largement ignoré. Après la victoire de Garfield, Guiteau a été consumé par une obsession singulière. Il pensait que son discours insignifiant avait été le facteur décisif de l'élection et que, par conséquent, il lui était dû un poste gouvernemental prestigieux en récompense. Il se voyait comme l'ambassadeur américain à Paris. Il a déménagé à Washington, D.C. et a commencé à harceler sans relâche Garfield et le secrétaire d'État James Blaine, se présentant jour après jour à la Maison-Blanche et dans les bureaux du gouvernement. Il a été repoussé à plusieurs reprises, renvoyé comme n'importe quel autre demandeur de poste dans une ville qui en regorgeait. Mais dans l'esprit déformé de Guiteau, ce rejet était une grave injustice. Son sentiment de privilège s'est transformé en une rage meurtrière. Il a fini par croire que la mort du président Garfield était une nécessité politique
et un ordre divin de la part de Dieu. Le matin du 2 juillet 1881 était chaud et humide à Washington, D.C. Le président Garfield était de bonne humeur. Il se préparait à quitter la capitale pour des vacances d'été en commençant par un voyage dans son université, le Williams College, où il devait prononcer un discours. Il est arrivé à la gare de Baltimore and Potomac Railroad, sur ce qui est aujourd'hui Constitution Avenue, peu après 9 heures du matin, accompagné de 2 de ses fils, James et Harry, et de son secrétaire d'État, James Blaine. La gare était animée, mais la sécurité du président était pratiquement inexistante. C'était une époque où le public avait facilement accès à ses dirigeants. Alors que Garfield traversait la salle d'attente des dames, bras dessous avec le secrétaire Blaine, une silhouette a émergé de la foule derrière eux. C'était Charles Guiteau. Il avait traqué le président pendant des semaines, attendant le moment parfait. Il a levé un revolver britannique .44 Bulldog et a tiré. La première balle a effleuré le bras du président. Garfield s'est écrié « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Guiteau s'est approché et a tiré une seconde fois. La balle a touché le président dans le dos, brisant une côte et se logeant derrière son pancréas. Le président Garfield s'est effondré, mortellement blessé. Le chaos a éclaté dans la gare alors que les passants hurlaient et se bousculaient pour se mettre à l'abri. Le rêve d'une nouvelle ère venait d'être brisé par 2 coups de feu. Charles Guiteau n'a pas tenté de fuir les lieux. Alors que le chaos submergeait la gare, il s'est éloigné calmement pour être immédiatement appréhendé par un policier qui s'était précipité sur les lieux. Lors de son arrestation, Guiteau était étrangement triomphal. Il a déclaré « Je suis un stalwart des stalwarts. C'est moi qui l'ai fait et je veux être arrêté. Arthur est président maintenant. » Cette étrange proclamation a révélé son motif. Il pensait qu'en tuant Garfield, il élevait le vice-président Chester A. Arthur, un chef de la faction stalwart, à la présidence. Dans l'esprit délirant de Guiteau, cela garantirait que des stalwarts méritants comme lui recevraient enfin leur nomination politique. La nouvelle de la tentative d'assassinat s'est répandue rapidement à travers le pays via les fils télégraphiques, plongeant la nation dans un état de choc et d'incrédulité. Des foules se sont rassemblées dans les villes, attendant avec anxiété des nouvelles de l'état du président. Le public, encore marqué par l'assassinat d'Abraham Lincoln 16 ans plus tôt, a été horrifié qu'un autre de ses dirigeants ait été abattu. Le choc initial a rapidement fait place à un mélange de profonde tristesse et de colère intense dirigée contre l'assassin, un homme dont les ambitions pathétiques avaient mis une nation à genoux. Le président Garfield n'est pas mort immédiatement. Au lieu de cela, il a agonisé pendant 79 jours. Son calvaire est devenu une veillée nationale, mais c'était aussi un tragique aperçu des limites de la médecine du XIXe siècle. Après avoir été ramené à la Maison-Blanche, une succession de médecins s'est occupée de lui. Leur objectif principal était de trouver et extraire la balle. À une époque antérieure au rayon X et avec peu de compréhension de la théorie des germes, les médecins ont sondé la plaie à plusieurs reprises avec des doigts et des instruments chirurgicaux non stérilisés à la recherche du projectile. Cette pratique non hygiénique a presque certainement introduit l'infection qui finirait par lui coûter la vie. Ils ont créé un faux passage, un nouveau canal dans son corps, qui est devenu un foyer de bactéries. Alors que Garfield s'affaiblissait à cause d'une septicémie, son corps ravagé par la fièvre et les frissons, des inventeurs de tout le pays ont offert leur aide. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a conçu un détecteur de métaux rudimentaire qu'il a appelé un induction-balance pour localiser la balle. Il a testé l'appareil à la Maison-Blanche, mais ses efforts ont échoué, probablement à cause des interférences des ressorts de lit en métal sur lesquels le président était allongé. Les souffrances de Garfield étaient immenses.
Mais il les a supportés avec une fortitude tranquille qui lui a valu l'admiration du monde entier. Début septembre, pour échapper à la chaleur étouffante de Washington, il a été transporté avec soin en train vers un cottage en bord de mer à Elberon, dans le New Jersey. Mais c'était trop tard. Le soir du 19 septembre 1881, le président James A. Garfield a été victime d'une hémorragie massive et d'une crise cardiaque fatale causée par l'infection généralisée et un anévrisme qui s'était formé près du trajet de la balle. Ces derniers mots cohérents ont été adressés à son chef de cabinet. « Swaim, ne pouvez-vous pas arrêter cette douleur ?» La longue et douloureuse veillée était terminée. Une autopsie a révélé plus tard l'ironie tragique de son traitement. La balle s'était logée dans un endroit relativement inoffensif et aurait probablement été encapsulée en toute sécurité par les tissus si on l'avait laissée en place. La cause de la mort n'était pas le coup de feu lui-même, mais la septicémie et l'hémorragie causée par le sondage incessant et non stérile de ses médecins. Les médecins avaient, avec les meilleures intentions du monde, tué leurs patients. Le vice-président Chester A. Arthur, l'homme que Guiteau avait espéré voir prendre le pouvoir, a prêté serment dans les premières heures du 20 septembre. La nation, drapée de noir, s'est préparée pour les funérailles d'un président dont la grande promesse avait été éteinte par la balle d'un fou et l'ignorance bien intentionnée mais fatale de ses médecins. Le procès de Charles Guiteau a commencé en novembre 1881 et a rapidement dégénéré en un spectacle public étrange. C'était l'une des premières affaires très médiatisées aux États-Unis à utiliser la défense de la folie. L'équipe de défense de Guiteau a soutenu qu'il était légalement fou et ne pouvait être tenu responsable de ses actes, une condition qu'ils ont qualifiée de monomanie. L'accusation a répliqué que si Guiteau était excentrique et avait un ego monstrueux, il était légalement sain d'esprit. Ils ont fait valoir qu'il avait soigneusement planifié l'assassinat, acheté l'arme et traqué le président, prouvant qu'il savait distinguer le bien du mal. Guiteau lui-même est devenu la figure centrale et perturbatrice du procès. Il a constamment interrompu les débats par des éclats de voix, a prononcé des discours décousus, a passé des notes aux journalistes et a insulté le juge, ses propres avocats et les témoins. Il a même sollicité des conseils juridiques auprès des spectateurs dans la salle d'audience. Il a chanté des chansons et récité des poèmes épiques, transformant l'affaire solennelle en un cirque. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas tué le président, mais que les médecins l'avaient fait. Bien que cette affirmation contienne un fond de vérité concernant la faute professionnelle médicale, son argument a été perdu au milieu de son comportement maniaque. Le public américain a suivi le procès avec une attention captivée, et son indignation face au crime ne laissait aucune place à la compassion. Il voyait Guiteau non pas comme un fou, mais comme un tueur diabolique et calculateur qui méritait de payer le prix ultime. Le 25 janvier 1882, après seulement 1 heure de délibération, le jury a déclaré Charles Guiteau coupable de meurtre. En entendant le verdict, Guiteau a déversé un torrent de malédictions sur le jury. Il a été condamné à mort. Il a passé ses derniers mois en prison à écrire son autobiographie et un poème épique intitulé « Je m'en vais à l'Éternel ». Le 30 juin 1882, Charles Guiteau a été conduit à la potence à Washington, D.C. Il est resté provocateur jusqu'à la fin, saluant la foule et récitant un poème qu'il avait écrit pour l'occasion. Son exécution a apporté un sentiment de sombre dénouement à la nation. Cependant, la conséquence la plus profonde de l'assassinat de Garfield n'a pas été la mort de Guiteau, mais la réforme politique qu'il a inspirée. Le crime a mis à nu la nature toxique du système des dépouilles, qui avait directement alimenté le sentiment de privilège et la rage de Guiteau. L'indignation du public a été immense. Le nouveau président, Chester A. Arthur, ironiquement l'homme même que Guiteau pensait voir défendre l'ancien système, s'est montré à la hauteur. Il a surpris ses détracteurs en défendant la réforme. En 1883, le président Arthur a signé la loi Pendleton Civil Service Reform Act. Cette législation historique a démantelé le système des dépouilles, établissant que les emplois du gouvernement fédéral devaient être attribués sur la base du mérite, déterminé par des examens concurrentiels plutôt que par l'affiliation politique. Ce fut une étape monumentale vers un gouvernement plus professionnel et moins corrompu. Un héritage forgé à partir d'une tragédie nationale. L'assassinat de James A. Garfield reste une profonde tragédie dans l'histoire américaine. Il a écourté la vie d'un homme d'une immense intelligence et intégrité dont la présidence n'a duré que 6 mois et demi. On est en droit de se demander ce qu'il aurait pu accomplir. Pourtant, sa mort a servi de catalyseur pour un changement crucial.
Elle a forcé une prise de conscience nationale sur le système de patronage politique corrompu, menant à des réformes qui ont façonné la gouvernance américaine moderne. L'affaire a également marqué un tournant douloureux pour la profession médicale. La mort atroce du président a mis en lumière les conséquences mortelles des pratiques chirurgicales non hygiéniques et a stimulé une plus grande acceptation des théories antiseptiques de Joseph Lister aux États-Unis. L'histoire de James Garfield est un rappel solennel de la façon dont l'acte d'un individu perturbé peut modifier le cours d'une nation, et comment même dans les moments les plus sombres, des leçons peuvent être apprises qui ouvrent la voie à un avenir meilleur. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des personnes impliquées et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de crime.